Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, je me réjouis d'avoir accueilli à l'Élysée le président de la République du Rwanda, M. Paul Kagame, également président en exercice de l'Union africaine. Et cette visite de travail à Paris fait suite aux 2 entretiens que nous avions eus à New York en septembre, puis à New Delhi en février dernier. Le président Kagame a pu participer tout à l'heure à mes côtés au sommet Tech for Good, où nous avons pu échanger avec les plus grands chefs d'entreprise du secteur sur le rôle de la technologie et du numérique dans l'accès à l'éducation, à l'emploi, à la santé. Et nous avons, avec le président du Rwanda, des priorités partagées sur ces sujets d'avenir. Cette discussion a permis d'abord d'aller vers des engagements très concrets qui étaient pris, mais aussi a permis d'avoir un échange libre avec des dirigeants d'entreprises autour du sommet Vivatech, qui mettra pour la première fois à l'honneur l'Afrique cette année, avec non seulement un stand pour l'Afrique, mais aussi un stand pour le Rwanda. Et je reverrai demain matin, dans ce cadre, le président Kagame. Ce dernier est bien conscient de ces enjeux, de l'importance des ruptures technologiques, y compris pour le continent et surtout pour le continent africain. Et à ce titre, l'exemple donné par son pays est particulièrement illustrant, puisqu'il a su ces dernières années, dans une formidable accélération, à la fois en termes d'équipement, de qualification dans le pays, montrer que le numérique n'était pas réservé à certaines latitudes ou certains continents. Et c'est un exemple suivi par de nombreux pays africains qui va continuer à la fois en termes d'innovation, mais aussi en termes de talent. Et le succès, il y a quelques semaines, du Next Einstein Forum à Kigali en témoigne si besoin. Nous avons décidé avec le président Kagame de travailler ensemble de manière pragmatique sur les sujets d'intérêt entre nos 2 pays. Et ils sont nombreux. C'est ce que nous avons longuement évoqué ensuite dans l'entretien bilatéral qui nous a réunis. La paix et la sécurité en Afrique, le soutien à l'innovation, le climat et l'environnement, les sujets linguistiques et éducatifs n'en sont quelques illustrations. Il ne s'agit en aucun cas de sous-estimer les difficultés du passé et la complexité de la relation bilatérale, mais au contraire, je crois pouvoir dire que notre volonté, c'est d'assumer cette complexité, de savoir la surmonter et de penser à l'avenir de nos jeunes générations qui est à construire ensemble. C'est ce vers quoi nous voulons tendre. Cela prendra sans doute du temps, mais je crois pouvoir dire que nous avons tout à la fois la sincérité de l'engagement et la volonté de faire. Aujourd'hui, ce qui nous rassemble, au-delà de l'échéance de cette semaine en matière de technologie et d'innovation, ce sont les questions de paix et de sécurité en Afrique. Le président Kagame, en tant que président en exercice de l'Union africaine, s'est personnellement engagé avec détermination en faveur d'une réforme de l'Union africaine. Car il est une conviction que nous partageons absolument avec le président, c'est la nécessité pour nous, Européens d'une part et Africains d'autre part, d'assumer nos responsabilités et notre sécurité. Et nous croyons aussi pour cela dans un multilatéralisme fort. C'est le sens de votre engagement, Monsieur le Président, à la tête de l'Union africaine, et c'est le sens de mon engagement au sein de l'Union européenne et aux côtés de nos partenaires africains. C'est le sens d'ailleurs depuis 1 an de l'action que je mène en lien constant et permanent avec l'Union africaine et nombre de ses États membres. À cet égard, je suis convaincu qu'il est dans notre intérêt collectif de soutenir le renforcement et donc le financement pérenne et prévisible des opérations africaines de paix. Je m'y suis déjà engagé à plusieurs reprises. Nous sommes convenus de travailler étroitement ensemble sur cette question essentielle et je me rendrai d'ailleurs sur ce sujet, principalement, mais pas uniquement, au sommet de l'Union africaine à Nouakchott, début juillet, où nous aurons donc l'occasion de nous retrouver. Le Rwanda joue également un rôle essentiel en matière de la paix sur le continent africain et je veux ici remercier pour son engagement tout particulier. Nous avons évoqué plusieurs crises actuelles où le rôle, le travail du président Kagame est important et l'action conduite avec plusieurs autres États sera soutenue par la France. Je pense en particulier à la République
centrafricaine qui a plus que jamais besoin de la mobilisation de tous les acteurs internationaux, régionaux, nationaux, et sur laquelle nous avons décidé de nous coordonner, de nous concerter très étroitement pour soutenir l'action de l'Union africaine. Nous sommes convenus de davantage nous concerter pour s'assurer que la Centrafrique ne bascule pas dans un nouveau cycle de violence et d'instabilité. Nous avons aussi évoqué la situation dans la région du Sahel, dont vous savez combien elle est notre priorité, où là aussi, le travail est très étroit avec l'Union africaine depuis le début. Nous avons, je crois, ces dernières années, eu de vrais progrès à travers la structuration des forces du G5 Sahel et le déploiement de l'Alliance pour le Sahel, mais où nous souhaitons faire encore davantage et où l'intervention de l'Union africaine, de manière concrète, en termes de formation des troupes et d'initiatives en accompagnement, est tout à fait souhaitable. Nous avons aussi évoqué la situation en République démocratique du Congo. La position de l'Union africaine et des pays de la région est pour moi essentielle. J'y suis très attaché et je peux dire ici que nous partageons constamment analyses et positions et que la France soutient l'initiative prise par le président de l'Union africaine en lien étroit avec le président angolais. Enfin, sur les sujets de climat, nous avons eu à plusieurs reprises l'occasion d'échanger. Nous partageons un engagement déterminé en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique et pour le développement durable et l'environnement. Et je veux ici remercier à nouveau le Rwanda d'avoir voté en faveur de la résolution du Pacte mondial pour l'environnement, adoptée à une très large majorité à l'Assemblée générale des Nations unies il y a 2 semaines. La prochaine étape, ce sont les négociations que nous souhaitons ouvertes et inclusives, et je souhaite que nos partenaires africains y prennent toute leur place. Mais cet engagement était aussi très important pour nous. Voilà les principaux sujets sur lesquels je souhaitais revenir avant de céder la parole au président Kagame, à qui je redis pour moi l'importance des sujets que nous avons traités aujourd'hui et le plaisir que j'aurai non seulement à le retrouver demain à Vivatech, mais dans quelques semaines à Nouakchott. Thank you very much, President Macron, for the invitation, first of all, and the warm hospitality we have enjoyed since our arrival here in Paris, in your country, and the very discussions that we have had, ranging from bilateral relations to also very important discussion we had during lunch time with the business and mainly technology leaders, but also government leaders, and the invitation to Vivatech. And for us, it's a great pleasure and honor to be associated with that. And again, I thank you because of the role technology has in the transformation of economies of our countries, and the fact that this is the way we have chosen to go in ensuring that transformation is sustainable. And the number of multilateral issues we have also talked about, but also in the context of the African Union, which I'm happy to currently be chairing. So the interests of the African continent very obvious in the area of peace and security, which you have mentioned the President, and also social and economic transformation, which is contributed to largely by the technology and the investments and trade that all have come up in some of the discussions. And the problems on the continent of Africa are many, but we discuss the most important ones. I'm happy to associate with you and your views on
that you have mentioned that arose out of our meeting, whether it is on DRC, we talked about Sahel region, Central African Republic, and all these hotspots in which President and your country, France, has had a big role to play and good contribution to make in trying to address them. I wanted to first of all thank you for that immense contribution. And also the fact that your views have coincided with my views and the views of many in Africa, that there is more need to work together in a true partnership, as well as trying to encourage and empower Africans to play a very significant role in their affairs, so that help comes building on what they have been able to put in place ourselves, which is very key. I think that is the new mindset. That's what, President, you have encouraged, and that's what we want to see happen, so that we come together around the common cause, around the ownership of these problems, and then working in a strong partnership with our friends, France and other European countries. So it's a very heartening moment for us to be able to discuss this and continue agreeing on the way forward. So I just wanted to say thank you again, and looking forward to continued strong partnership, working together with you, President, both bilaterally and also for the continent of Africa. Thank you very much. Thank you. Merci beaucoup. Nous allons maintenant prendre quelques questions. Merci, Monsieur le Président. Je m'appelle Jean-Pierre Kagabo, je suis de la télévision rwandaise. Et ma question va juste à tous les deux présidents. Monsieur le Président, lors de vos récents déplacements sur le continent africain, vous avez émis le vœu d'un renouvellement des relations entre l'Afrique et l'Europe. Comment envisagez-vous ce vœu vis-à-vis des relations entre la France et le Rwanda? Merci bien. L'illustration de ce que j'ai pu dire, en effet, entre autres à Ouagadougou, en fin d'année dernière, est double pour ce qui concerne la relation entre la France et le Rwanda. C'est à la fois la relation bilatérale et la relation aussi entre la France avec l'Europe et l'Union africaine. Sur le plan de la relation bilatérale, je souhaite avancer de manière pragmatique, sans rien enlever de la complexité des histoires du passé, nous y reviendrons sans doute, c'est de voir ce sur quoi nous pouvons construire, faire ensemble. Les sujets d'innovation et d'entrepreneuriat, les sujets linguistiques, académiques, les sujets d'initiatives politiques concrètes sont des points sur lesquels la relation bilatérale peut avancer au-delà des différends qui existent et surtout des histoires passées. Et donc je souhaite que nous puissions, comme je l'ai dit tout à l'heure, travailler ensemble sur ces projets concrets pour pouvoir justement repenser la relation bilatérale, sans rien occulter, mais sans s'enfermer non plus dans cela. Ensuite, le président Kagame est aussi le président en charge de l'Union africaine. Et donc, c'est aussi de manière très concrète la relation avec la sécurité, le développement, la gestion des affaires politiques africaines que je souhaite que nous puissions renouveler là aussi en quelque sorte le logiciel. Nous avons procédé, en particulier dans la région du Sahel, très différemment. La France est présente, a été présente et est toujours présente militairement, mais depuis un an, nous avons souhaité développer une capacité propre africaine régionale, en lien très étroit avec l'Union africaine, avec la force G5 Sahel, pour qu'il y ait justement, de manière cohérente avec la doctrine établie,
une force autonome, non seulement de maintien de la paix, mais de lutte contre le terrorisme, et une coordination étroite, en associant constamment l'Union africaine. Nous avons souhaité aussi avoir une approche différente de notre politique de développement, là aussi au Sahel, avec l'Alliance pour le Sahel, qui vient appuyer cet effort sécuritaire, mais en associant étroitement non seulement les États, mais la société civile dans nombre de ces régions pour déployer justement notre organisation. Et ensuite, sur toutes les crises que nous avons évoquées, notre souhait, c'est de pouvoir travailler avec l'Union africaine et donc d'avoir une relation qui est totalement repensée dans cet équilibre et qui, là aussi, consiste à dire les pays africains ont leur propre organisation. Et donc, on peut aider, on peut venir en soutien, on peut partager une vision d'une crise, mais c'est beaucoup plus efficace, et à mon avis, ça correspond beaucoup plus à la philosophie à laquelle je crois, de venir articuler ce dialogue, mais de s'assurer que la médiation est faite par des dirigeants africains, mais sur la base de principes que nous avons échangés en commun et sur la base d'un travail partenarial. C'est ce qui est aujourd'hui en train d'être fait, et nous verrons à l'usage notre propre efficacité, mais je pense que c'est en tout cas aujourd'hui ce qui nous a permis d'avancer sur plusieurs situations très concrètes. C'est ce que je souhaite que nous fassions, comme je l'évoquais tout à l'heure, en Centrafrique, avec une implication toute particulière de l'Union africaine. C'est ce que je souhaite que nous puissions également faire dans la République démocratique du Congo. C'est ce que nous avons aussi fait en fin d'année dernière de manière très concrète en Libye, lorsque, à l'occasion du sommet d'Abidjan, nous avons déclenché une initiative en 9 points pour gérer le sujet de la traite des êtres humains en Afrique. Et nous l'avons fait comment? Justement par un travail conjoint avec l'Union africaine. Nous sommes saisis du problème, on a déclenché une réunion en marge du sommet d'Abidjan, et c'est l'Union africaine qui a saisi le point, qui a travaillé avec les Nations Unies, l'Europe, et en particulier le Fonds fiduciaire, et qui, sur la base de ces 9 points, a produit ces derniers mois des résultats, et a permis d'ailleurs de beaucoup réduire la taille de ces camps, de même traiter le problème identifié par l'Union africaine suite au déplacement qu'avait fait à l'époque Moussa Faki. Quelques exemples très concrets pour vous dire, à travers la relation bilatérale entre nos deux pays et la relation avec l'Union africaine, comment je vois notre action et la manière de la repenser, c'est-à-dire d'être beaucoup plus dans un partenariat équilibré. Bonjour, Pierre Firsion de Radio France Internationale. On voit qu'il y a un rapprochement à l'œuvre entre Paris et Kigali. Messieurs les présidents, quels sont les gestes supplémentaires que vous attendez chacun de votre côté pour que ce rapprochement puisse continuer à se concrétiser? Ça, c'est ma première question. Dans ce cadre, M. Macron, peut-on imaginer que la France soutienne l'éventuelle candidature de Mme Mushikiwabo à la tête de l'OIF? Est-ce que la nomination d'un nouvel ambassadeur à Kigali est à l'ordre du jour? Et dernier point, qu'en est-il de l'ouverture des archives militaires? Merci. Well, first of all, even in the context of what we have just discussed, there are bilateral issues, there are issues that concern the whole continent of Africa, and Rwanda has its role to play as a member of the African Union, but this time around as the chair of the African Union. So on those two accounts, the bilateral and the wider context of the African Union, the expectation is, since France has played a role in many instances on our continent, we expect that France will continue to be supportive of the efforts in dealing with the many challenges on our continent. The way France has done so many times, and as I also alluded to, new times bring new changes, and there is always wanting to do better as going forward may suggest, because we're also sometimes dealing with new problems. We have to think differently, but
what is important is this complementarity that comes between the African continent, the countries, and then our partners across the world, in this particular case, France. So we are happy to, again, discuss with our partners, France, and in this particular case, President Macron has always been available, and with the thinking that goes with the new times, we can, I think, deal with the new challenges of our continent. That is the expectation. And President, maybe if I preempt and say something about the subsequent questions when it comes to Mushikiwabo, foreign minister, who I want to give a background which President you may later on maybe build on as well. France, I mean Rwanda has always been a member of Francophonie. I think actually some people have had the confusion in the past thinking that at one point we stopped being members of Francophonie, which is not true. We never stopped being so, only that we have been members in addition of other organizations as well. Second is, therefore, when we as Rwanda would be asked by Francophonie, like in this particular case, there is interest for us to be able to contribute in a good way, building, going forward, new realities of Francophonie, and because of the new times, I said we keep going into over time. We are happy to participate in that sense of providing leaders, a leader like Mushikiwabo, who is our foreign minister, as long as this meets the understanding and the support, especially of the African members of the Francophonie, and later on yourself, Mr. President, it's very important that France and the President of France, yourself, are also in support of this. So I think I was prompted to answer this because we are talking about my minister and in the context of something I already understand. Thank you very much. Merci, Monsieur le Président. Pour répondre peut-être aussi, dans ces cas-là, dans le même ordre, c'est-à-dire d'abord sur les sujets bilatéraux, puis sur l'Organisation internationale de la francophonie, il faut, sur les sujets que vous évoquiez, avoir beaucoup, me semble-t-il, de détermination et d'humilité. C'est ce qui nous anime. Je ne suis pas naïf, et sur le sujet de la relation bilatérale, le président Kagame va connaître plusieurs expériences. Nous n'allons pas régler toutes les difficultés du passé en une annonce ou en quelques signes. Ce qui est d'abord important, c'est qu'on construise l'avenir, et c'est l'ensemble des initiatives sur le plan bilatéral ou régional sur lesquelles je suis revenu tout à l'heure. Et je suis sur ce sujet, par exemple, d'un nouvel ambassadeur au Rwanda très prudent, parce qu'il y a eu par le passé beaucoup de tentatives de normalisation qui n'ont pas abouti, et je ne souhaite pas que nous puissions aller vers les mêmes erreurs ou les mêmes désillusions. Je crois que ce que nous voulons faire, c'est reprendre notre coopération. Et pour cela, le préalable n'est pas d'avoir réussi toute la normalisation de la relation bilatérale. Et donc, il faut savoir ce qu'on peut faire à un moment donné, comment on le fait. Et donc, on reprend notre coopération sur des sujets concrets, régionaux, mais on ne va pas tout normaliser du jour au lendemain. Et donc, je ne suis pas... je pense qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas encore à vouloir nommer donc, un nouvel ambassadeur. Sur le sujet des archives relatives donc, à notre relation bilatérale, comme vous le savez, on parle de plusieurs archives. Vous avez évoqué dans votre question les archives militaires. Nous avons aussi les archives
du ministère des Affaires étrangères, les archives d'anciens présidents de la République. Et ensuite, il faut savoir ce qu'on demande, c'est-à-dire quand on parle d'ouverture d'archives, il y a la question de la déclassification de ces archives, puis de la communication et de la publication, qui sont des sujets différents. Un travail de déclassification a été engagé, je ferai en sorte qu'il se poursuive. Et donc sur ce point, je considère que c'est un élément important. Il y a des sujets juridiques qui ne sont pas tout à la main du président de la République et des sensibilités, mais je ne voudrais pas qu'on se limite non plus à la question des archives. Et nous en avons parlé ensemble. Je crois que l'enjeu fondamental, celui sur lequel je souhaite qu'on puisse plutôt avancer, c'est celui de la place du génocide des Tutsis dans notre mémoire collective. Et ce travail de mémoire, c'est un impératif et un devoir. Et je crois que nous le devons aux victimes, nous le devons aux rescapés, nous le devons aussi aux soldats de l'armée française. Et il est temps de mener un travail apaisé, documenté, et d'y consacrer les moyens nécessaires. Et je crois que, nous en avons parlé, nous souhaitons qu'il puisse y avoir ce travail de mémoire. Plusieurs historiens ont déjà fait un travail remarquable sur le sujet, et que nous puissions y consacrer les moyens nécessaires. C'est ce que nous allons entreprendre en confiant cette tâche à un groupe de chercheurs qui sera constitué dans les mois à venir et qui sera chargé de faire progresser notre connaissance, justement, d'un des pires drames de la fin du XXe siècle. Donc sur ce sujet, là aussi, je souhaite qu'on puisse avancer de manière pragmatique, peut-être un peu différente, mais, me semble-t-il, peut-être plus utile aussi. Je parlais donc de coopération, et je parlais de quelques convictions que j'ai chevillées au corps en ce qui concerne la place que peut avoir la France, sa langue et sa relation à l'Afrique. J'ai eu l'occasion de le dire dans 2 discours, l'un à Ouagadougou en novembre dernier, l'autre, plus près d'ici, à l'Académie française le 20 mars, pour le jour de la francophonie. Je crois très profondément que le centre de gravité de la francophonie d'aujourd'hui, il est en Afrique. Et que si nous voulons changer, si nous voulons faire réussir la francophonie, on doit changer le regard sur la francophonie. On doit la décentrer à nouveau, s'assurer que la jeunesse africaine se l'approprie totalement et penser la francophonie dans le plurilinguisme, avec non seulement l'anglais, mais avec toutes les langues de l'Afrique. Et des initiatives très concrètes que j'ai annoncées le 20 mars dernier. C'est pourquoi j'ai une conviction que je n'ai jamais cachée, là aussi, celle que s'il y a une candidature africaine au poste de secrétaire général de la francophonie, elle aurait beaucoup de sens. Si cette candidature était africaine et féminine, elle aurait encore plus de sens. Et donc, à ce titre, je crois que la ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Louise Mushikiwabo, a toutes les compétences et tous les titres pour exercer en effet cette fonction. Et elle a une maîtrise parfaite de la langue française. Dans un pays dont le président s'exprime en anglais, mais dont autour de la moitié de la population, si ce n'est un peu plus, parle encore français, contrairement à ce que j'entends parfois dire, qui est membre à plein de la francophonie, et où justement, le lien du français avec une autre langue et d'autres langues, parce qu'il y en a plusieurs, s'exerce à plein. Moi, je veux redonner à la francophonie sa pertinence et son utilité, et je crois qu'avoir une candidate africaine, une candidate pour l'Union africaine est une très bonne nouvelle, et à ce titre, je la soutiendrai. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur, et nous conclurons là. Bonjour, Thomas Giraudot de Radio Classique. Une question d'abord pour vous, Monsieur le Président. Des entreprises de la tech à impact positif critiquent notamment le fait qu'elles soient absentes, mais surtout le fait que vous ayez invité aujourd'hui à l'Élysée des entreprises qui, quelque part, ont eu des activités qui ne vont pas vraiment dans le sens du terme et de l'expression Tech for Good. Et qu'avez-vous à répondre à ces critiques du fait que vous serviez éventuellement leur campagne pour redorer leur image à travers cet événement? Et une question pour M. Kagame. Avez-vous eu des annonces de la part de certaines entreprises présentes d'investissement ou des promesses d'emploi dans votre pays particulièrement? Sur le premier sujet,
Moi, je n'ai aucun état d'âme. Là aussi, je suis très pragmatique. Les plus grandes entreprises de la technologie internationale étaient présentes ici. Je pense que c'est important pour la France et c'est bon pour la France. Et c'est bon, en effet, pour le Tech for Good, qui est une initiative que nous inaugurons. Ça n'était jamais arrivé de rassembler les leaders de la tech mondiale dans un événement avec 2 dirigeants pour en parler et essayer d'avancer. Donc je pense que cette initiative, elle est nécessaire. Je n'ai aucun état d'âme. On ne pouvait pas accueillir des milliers de start-up. Il y avait plusieurs start-up ou d'ailleurs entreprises plus importantes françaises, comme de grands groupes aussi, qui étaient là. Et beaucoup, même tous ceux qui étaient là, avaient un impact positif. Après, il y a différents classements internationaux sur ce sujet. Mais je les reçois et je les vois à longueur de temps et je les verrai encore demain à Vivatech. Donc, je pense que cet événement, il était pertinent, il a du sens et il y aura d'autres rendez-vous. 2, il y a eu des engagements très concrets d'investissement en France, mais surtout d'engagement pour faire mieux. Engagement en matière d'investissement dans l'éducation et la formation. Engagement aussi pour améliorer les standards sociaux. Uber, Deliveroo derrière, se sont engagés pour mettre en place des schémas d'assurance maladie, retraite, sociaux, pour justement ceux qui travaillent sur leur plateforme. C'est, comme vous le savez, un très grand sujet, à juste titre, de débat public que nous avons eu en France et qui s'est passé aussi dans d'autres pays. Ils l'ont annoncé officiellement parce qu'aussi on a créé un momentum. Donc on a des résultats quand on crée un tel événement. Et enfin, moi je suis le prétexte pour personne. Nous avons une discussion ouverte sur la taxation, sur la privacy, sur la démocratie. Je vais continuer, je verrai tout à l'heure par exemple Mark Zuckerberg, je continuerai à demander des engagements. Et comme vous le savez, la France, elle défend l'idée de régulation dure. Donc ça ne se substitue pas au reste. Je suis là pour racheter les péchés de personne. Donc la France, elle défendra au niveau européen une fiscalité du numérique à 3% du chiffre d'affaires, comme nous l'avons fait, et j'irai au bout de ce combat, parce qu'il est essentiel pour que tous ces acteurs qui ne payent pas aujourd'hui d'impôts contribuent aux charges communes, parce qu'ils vivent dans notre société, ils bénéficient de son développement. Et je suis aussi pour qu'on ait une loi, une vraie régulation en dur, sur les sujets de lutte contre la propagande terroriste, ou ce qu'on appelle le cyberbullying, c'est-à-dire le harcèlement sur Internet. Parce que moi, je ne sais pas expliquer à nos concitoyens qu'on n'est pas aujourd'hui au meilleur standard pour retirer de la propagande djihadiste ou les pires messages sur Internet. Et je ne sais pas expliquer qu'on puisse utiliser, sans sanctionner, les réseaux sociaux pour faire du harcèlement pour les jeunes enfants ou les adolescents. Ces 2 sujets me tiennent à cœur. Je m'y suis engagé depuis mon élection. Et sur ces sujets, je suis favorable à une régulation, comme je suis favorable à ce qu'on crée aussi la responsabilité des plateformes pour les contenus qu'elles diffusent. Et voilà, moi je crois dans l'innovation et en même temps dans la régulation et le travail pour le bien commun. Et donc attractivité et pas de concession. Et je crois, et c'est pour ça qu'il y avait d'ailleurs tant de monde qui était là, qu'ils ont tous conscience aujourd'hui que l'absence de règles pour le bien commun, que l'absence de réflexion collective n'est pas bonne pour les leaders de l'innovation et de la tech. On l'a vu avec l'affaire de Cambridge Analytica. C'est qu'à un moment donné, quand il n'y a plus de règles, c'est les citoyens qui finissent par décider et dire ça ne va plus. Et donc, il faut stigmatiser personne, il faut parler avec tout le monde, le faire avec beaucoup de réalisme et dire vous êtes des acteurs importants pour créer des emplois chez moi, pour faire de l'innovation dans le monde entier. Vous créez beaucoup de choses, mais il y a des devoirs communs. Et donc, engageons-nous sur cette voie. En tout cas, ce sommet Tech for Good, nous le répliquerons et je pense que c'était une première initiative qui va dans une direction essentielle et la France jouera tout son rôle en la matière. President, I think even to start with the first question, in fact, if among those you invited, there were people who don't use technology for good, I think they are also the right people to invite so that one can actually have a conversation with them and see if one can mobilize them now to start using technology for good. So for me, I appreciate that there was this meeting bringing technology leaders and other industry leaders and business people. It's very helpful. If there are those who have not been doing well in that area, then
these are the people to have a conversation with and see if they can change their mind. And I think from the discussion that was held, it is very clear that people were learning a number of things or were being challenged to think differently. The second, which was particularly to me about commitments. In fact, I wasn't expecting much in the way of commitments for now, because some of the technology companies that were represented there have actually been doing a lot in my country. From Microsoft, which I saw there, even Facebook, and there were other technology companies I saw represented from India. These are people who are already doing different good things in my country. So I wasn't expecting much in the way of new commitments, but those that are there, I think, are highlighted to do more in Rwanda or to do more work elsewhere in other African countries. So it was, I think, a very successful meeting that we had. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci, Président.